Une femme presque oubliée, mais jamais effacée. Dans sa villa de la Madrague, face à la Méditerranée, Brigitte Bardot griffonne ses derniers mots. Pas à un proche, pas à un notaire, mais à la France. Dans une lettre ouverte au ton tranchant, elle parle d'invasion culturelle, de décadence morale, de France trahie par ses enfants. Ce n'est pas une confession, c'est une rupture. L'actrice iconique, devenue militante intransigeante, signe ainsi son testament idéologique. Une lettre qui, plus d'1 an après sa parution, continue de semer le trouble. Pourquoi ce message provoque-t-il autant de colère que d'adhésion? Était-ce un cri d'alarme sincère ou une provocation de trop? Et surtout, comment une icône adorée a-t-elle pu devenir un point de fracture nationale? Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934, au cœur du 16e arrondissement de Paris, dans une famille bourgeoise et conservatrice. Son père, industriel, impose une discipline stricte. Sa mère, passionnée de danse, projette sur elle des rêves de grâce et de lumière. Très jeune, la petite Brigitte est initiée à la rigueur du ballet classique. Elle entre à la célèbre école du Conservatoire de Paris, mais ce n'est pas sur les planches de l'opéra qu'elle s'illustrera, ce sera à travers l'objectif des photographes. En 1949, à tout juste 15 ans, elle pose pour le magazine Jardin des modes. Son visage, à la fois ingénu et provoquant, attire l'attention de Roger Vadim, scénariste en devenir, qu'elle épouse à 18 ans. Ce mariage sera le premier d'une série de relations passionnées et tumultueuses qui façonneront autant son mythe que sa douleur. Mais surtout, c'est Vadim qui offre à Bardot son premier rôle décisif en 1956, dans « Et Dieu créa la femme ». Le film est un séisme culturel. Brigitte y incarne Juliette, une femme libre, charnelle, insoumise, à 1000 lieues des normes de l'époque. La France, encore engoncée dans sa morale d'après-guerre, découvre une sensualité nouvelle, presque scandaleuse. À l'international, Bardot devient bébé, sexe symbole mondial, muse de photographes, fantasme de cinéastes, idole des masses. Sa silhouette se décline sur des affiches, des coussins, des disques. Elle incarne une nouvelle féminité, affranchie, insolente, mais aussi sacrifiée sur l'autel de l'adoration publique. Derrière cette lumière aveuglante, une première fissure apparaît. Brigitte Bardot ne supporte pas ni la célébrité, ni l'invasion constante de sa vie privée. En 1960, elle tente de mettre fin à ses jours après la naissance de son fils Nicolas, qu'elle vit comme une intrusion douloureuse dans sa liberté. Elle survivra, mais cette tentative est déjà le signe d'un désenchantement profond. À la fin des années 1970, elle commence à se retirer du cinéma, écœurée par les mécanismes de l'industrie, par l'hypocrisie du milieu et par son propre reflet devenu prison. En 1973, à seulement 39 ans, elle annonce sa retraite artistique. Le monde est stupéfait. Comment une telle étoile peut-elle s'éteindre volontairement? Mais le véritable tournant n'est pas encore venu, car dans l'ombre de la starlette se cache déjà la militante. Dès les années 1980, Brigitte Bardot se reconvertit en défenseuse des animaux, avec une ardeur qui choque autant qu'elle séduit. Elle crée la fondation Brigitte Bardot, vend aux enchères ses bijoux et vêtements pour financer des campagnes contre la corrida, l'abattage rituel, la fourrure. Pour elle, plus de tapis rouge, mais des combats menés avec les crocs. Elle devient intransigeante, parfois virulente, souvent controversée. C'est dans ce glissement de la grâce vers la guerre que réside la complexité du personnage. Bardot ne cherche plus à plaire, elle veut choquer, alerter, déranger. Et elle le fera, au fil des décennies, en signant des tribunes, en publiant des livres où elle dénonce l'islamisation de la France, les lâchetés politiques et la perte des valeurs chrétiennes. Elle sera poursuivie, condamnée, mais ne cédera jamais. En 2023, à 89 ans, elle écrit ce que beaucoup considèrent comme sa lettre d'adieu à la France. Publié dans un hebdomadaire classé très à droite, ce texte ne parle pas de cinéma ni de souvenirs doux. Il est un manifeste, une déclaration de guerre à une société qu'elle ne reconnaît plus. Certains y ont vu un cri de détresse, d'autres un pamphlet haineux. Mais une chose est sûre,
Brigitte Bardot, même retirée du monde, reste une femme qui divise, et son message, loin d'apaiser, rouvre de vieilles blessures. À la fin des années 1950, Brigitte Bardot n'est plus seulement une actrice, elle est une onde de choc, une icône vivante. En 1956, Et Dieu créa la femme transforme le cinéma français et propulse Bardot dans une dimension que peu atteindront jamais. Son personnage, Juliette, ne ressemble à rien de connu. Elle n'est pas simplement belle, elle est libre, provocante, insaisissable. Dans une société encore marquée par le patriarcat rigide d'après-guerre, cette liberté inquiète autant qu'elle fascine. Le film fait scandale. L'Église s'indigne, des journaux exigent la censure, mais la jeunesse applaudit. Les États-Unis s'enflamment, Hollywood ouvre ses bras, mais Bardot les refuse. Elle choisit de rester en France, de tourner avec des réalisateurs audacieux, Godard, Le Mépris, Clouzot, La Vérité, Louis Malle, Vie privée. Chaque film devient un événement, chaque apparition déclenche des émeutes. À Cannes, à Rome, à Saint-Tropez, elle est assaillie, traquée, adulée. Bardot incarne un nouveau féminin, celui de la femme qui choisit, qui désire, qui quitte. Elle ne cherche pas à plaire, elle impose. Elle collectionne les amants, Roger Radim, Jacques Charrier, Samy Frey, Serge Gainsbourg, mais refuse de se laisser définir par eux. Gainsbourg lui écrit « Je t'aime », moi non plus, mais elle en interdit la diffusion. Elle est la maîtresse du tempo. En 1963, Le Mépris de Jean-Luc Godard marque un sommet artistique. Bardot y joue Camille, une femme blessée, mystérieuse, déchirée entre amour et trahison. Le film, d'une esthétique sublime, offre un miroir troublant de sa propre vie. Les dialogues laconiques, les silences douloureux, les regards fuyants, tout résonne avec les failles d'une star trop exposée. Les médias pourtant ne cessent de la réduire à son apparence. Ses tenues, ses cheveux en chignon haut, son bikini à pois, tout devient tendance, mais rien ne parle de son jeu d'actrice. Bardot le sait, et elle en souffre. Dans ses carnets personnels, elle écrit « Je suis une image que l'on adore, mais qu'on ne veut pas entendre ». La femme derrière la star commence à s'effacer. Le prix de cette gloire est exorbitant. Paparazzi jour et nuit, intrusion dans sa maison de la Madrague. En 1960, elle accouche de son fils Nicolas dans la discrétion la plus totale, puis refuse d'en parler. La presse la traite de mère indigne. Elle, brisée, s'enfonce dans la solitude. Elle dira plus tard « Je n'ai jamais voulu être mère, j'ai été violée par la maternité ». Au milieu des années 1960, malgré des succès publics constants, Bardot donne les premiers signes de saturation. Elle commence à tourner moins, refuse des rôles à Hollywood, fuit les monadités. Elle se réfugie dans sa maison du Var, près de Saint-Tropez, où elle trouve un semblant de paix avec les animaux. C'est là qu'elle commence à nourrir son autre passion, la protection des bêtes. Elle recueille des chiens, sauve des chevaux, se bat contre les abattoirs. C'est le prélude d'une transformation radicale. Mais à l'époque, le public ne comprend pas. Comment une déesse peut-elle tout abandonner ? Pourquoi renoncer à un trône que tant convoite ? La réponse, Bardot ne la donne pas. Elle agit. En 1973, à seulement 39 ans, elle met fin à sa carrière. Un coup de tonnerre. Elle quitte les plateaux, les flashs, les robes haute couture. Elle choisit le silence. Le monde du cinéma est orphelin. Mais Bardot, elle, semble enfin respirer. Pourtant, la légende ne s'éteint pas. Sa retraite alimente encore plus le mystère. On l'a dit recluse, désenchantée, instable. Les journalistes guettent le moindre de ses gestes. Les photographes se cachent dans les buissons. Chaque cliché volé devient une une. Elle devient une sorte de sphinx français, admiré, redouté, incompris. Au fil des décennies, son image se fige. Pour certains, elle reste à jamais la silhouette éthérée de Le Mépris. Pour d'autres, elle devient cette militante vociférante, au regard durci. Entre les deux, il n'y a pas de pont, seulement un vide, un gouffre creusé par des années d'amour, d'attente et de trahison silencieuse. Mais ce que personne n'ose encore dire, c'est que Bardot n'avait jamais voulu être un mythe, elle voulait simplement vivre. Et dans une époque qui idolâtre mais ne pardonne pas, vivre est souvent le plus grand des scandales.
À partir des années 1980, Brigitte Bardot ne fait plus partie du paysage cinématographique, mais elle n'a pas disparu pour autant. Elle renaît dans une autre forme, plus radicale, plus engagée, plus dérangeante. La militante des droits des animaux devient une figure médiatique et judiciaire. Car derrière les lettres ouvertes, les livres, les déclarations, une autre Bardot se révèle, celle qui n'a plus peur de choquer. Tout commence en 1996, lorsqu'elle publie Le Carré de Pluton, un essai virulent dans lequel elle critique avec férocité les pratiques religieuses impliquant des sacrifices d'animaux. Mais le passage qui déclenche l'indignation concerne ses propos sur l'islamisation de la France. Il parle de « notre patrie envahie », de mosquées à chaque coin de rue et de rites barbares tolérés au nom de la multiculturalité. Le parquet ouvre une enquête. L'année suivante, elle est condamnée pour incitation à la haine raciale. Ce sera la première de 5 condamnations successives. En 1998, 2000, 2003, 2004 et 2008, Bardot revient inlassablement sur les mêmes sujets, dénonçant l'abattage rituel halal, le port du voile, la présence grandissante des populations musulmanes et l'inaction des élites politiques. Elle se dit incomprise, persécutée pour ses opinions. Le tribunal, lui, y voit une récidive aggravée. En 2008, elle écope une amende de 15 000 €, la plus lourde jusqu'à présent. Chaque condamnation est suivie d'une tempête médiatique. Les défenseurs des droits de l'homme s'indignent, les associations antiracistes demandent sa censure. Mais un autre public la soutient, des Français se sentant oubliés par la République, des militants identitaires, des figures d'extrême droite. Brigitte Bardot devient, malgré elle, ou peut-être volontairement, un étendard de la France blanche, rurale, déclassée. Elle est citée dans les meetings de Jean-Marie Le Pen, invitée officieusement par des groupes animalistes aux alliances troubles. Ses relations avec les personnalités médiatiques changent également. Alors qu'elle fut jadis proche de Gainsbourg, Delon et même de Jane Birkin, elle coupe les ponts avec tous ceux qui s'opposent publiquement à ses prises de position. Elle ne pardonne pas, elle ne nuance pas, elle attaque. Et elle signe. Chaque lettre, chaque poste, chaque déclaration est un coup de poing adressé à ce qu'elle appelle la bien-pensance qui détruit la France. Mais c'est en 2023 que tout bascule une dernière fois. Brigitte Bardot, âgée de 89 ans, publie une lettre ouverte dans Valeurs actuelles. Intitulée « Lettre aux ceux qui détruisent mon pays », elle y accuse les gouvernants de trahir la nation, les jeunes de ne plus rien respecter et les médias de la faire passer pour une folle. Elle écrit noir sur blanc « La France est morte dans l'âme, je l'enterre dans les silences ». Une phrase qui résonne comme une abdication ou un testament. Cette lettre déclenche une vague de réactions sans précédent. Sur les plateaux de télévision, les chroniqueurs s'écharpent. Certains, comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, saluent le courage d'une femme libre. D'autres, comme Raphaël Glucksmann ou Rokhaya Diallo, dénoncent une haine recuite et dangereuse. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag « Lettre de Bardot » devient viral. Des pétitions demandent qu'on lui retire sa Légion d'honneur. D'autres exigent une reconnaissance officielle pour l'ensemble de son œuvre. La question devient politique. Le président de la République, alors en déplacement, est interrogé sur le cas Bardot. Il élude. Le ministre de la Culture rappelle que les artistes ne sont pas au-dessus des lois, mais qu'ils font partie de notre mémoire. Le débat divise jusqu'au sein même du gouvernement. Et au cœur de cette tempête, un simple papier, signé de sa main, publié dans un journal à tirage limité. Bardot, retirée dans sa maison de Saint-Tropez, ne répond à aucun journaliste. Elle ne donne pas d'interview. Elle laisse parler les autres. Et c'est peut-être là sa plus grande provocation, forcer la France à se définir par rapport à elle. Car cette lettre, bien plus qu'une opinion, agit comme un miroir tendu à la société. Qui sommes-nous devenus pour que les mots d'une vieille femme provoquent encore autant de colère ? Pourquoi Bardot dérange-t-elle autant ? Est-ce parce qu'elle dit tout haut ce que certains pensent tout bas ou parce qu'elle incarne une France que beaucoup veulent oublier ? Dans les cercles littéraires, on compare sa lettre à un chant de cygne. Dans les couloirs de l'Assemblée, on la traite de pamphlet nauséabond. Dans les cafés de province, certains l'encadrent. Dans les écoles, on l'ignore. Mais dans l'ombre, tout le monde l'a lu. Et si Brigitte Bardot, dans ce dernier acte, n'avait pas voulu être aimée ? Si elle avait seulement voulu laisser une trace, une brûlure, un éclat, une blessure. À la fin des années 1950, Brigitte Bardot n'est plus seulement une actrice, elle est une onde de choc.
une icône vivante. En 1956, Et Dieu créa la femme transforme le cinéma français et propulse Bardot dans une dimension que peu atteindront jamais. Son personnage, Juliette, ne ressemble à rien de connu. Elle n'est pas simplement belle, elle est libre, provocante, insaisissable. Dans une société encore marquée par le patriarcat rigide d'après-guerre, cette liberté inquiète autant qu'elle fascine. Le film fait scandale. L'Église s'indigne, des journaux exigent la censure, mais la jeunesse applaudit. Les États-Unis s'enflamment, Hollywood ouvre ses bras, mais Bardot les refuse. Elle choisit de rester en France, de tourner avec des réalisateurs audacieux, Godard, Le Mépris, Clouzot, La Vérité, Louis Malle, Vie privée. Chaque film devient un événement, chaque apparition déclenche des émeutes. À Cannes, à Rome, à Saint-Tropez, elle est assaillie, traquée, adulée. Bardot incarne un nouveau féminin, celui de la femme qui choisit, qui désire, qui quitte. Elle ne cherche pas à plaire, elle impose. Elle collectionne les amants, Roger Vadim, Jacques Charrier, Samy Frey, Serge Gainsbourg, mais refuse de se laisser définir par eux. Gainsbourg lui écrit « Je t'aime », moi non plus, mais elle en interdit la diffusion. Elle est la maîtresse du tempo. En 1963, Le Mépris de Jean-Luc Godard marque un sommet artistique. Bardot y joue Camille, une femme blessée, mystérieuse, déchirée entre amour et trahison. Le film, d'une esthétique sublime, offre un miroir troublant de sa propre vie. Les dialogues laconiques, les silences douloureux, les regards fuyants, tout résonne avec les failles d'une star trop exposée. Les médias pourtant ne cessent de la réduire à son apparence. Ses tenues, ses cheveux en chignon haut, son bikini à pois, tout devient tendance, mais rien ne parle de son jeu d'actrice. Bardot le sait, et elle en souffre. Dans ses carnets personnels, elle écrit « Je suis une image que l'on adore, mais qu'on ne veut pas entendre ». La femme derrière la star commence à s'effacer. Le prix de cette gloire est exorbitant. Paparazzi jour et nuit, intrusion dans sa maison de la Madrague. En 1960, elle accouche de son fils Nicolas dans la discrétion la plus totale, puis refuse d'en parler. La presse la traite de mère indigne. Elle, brisée, s'enfonce dans la solitude. Elle dira plus tard « Je n'ai jamais voulu être mère, j'ai été violée par la maternité ». Au milieu des années 1960, malgré des succès publics constants, Bardot donne les premiers signes de saturation. Elle commence à tourner moins, refuse des rôles à Hollywood, fuit les monadités. Elle se réfugie dans sa maison du Var, près de Saint-Tropez, où elle trouve un semblant de paix avec les animaux. C'est là qu'elle commence à nourrir son autre passion, la protection des bêtes. Elle recueille des chiens, sauve des chevaux, se bat contre les abattoirs. C'est le prélude d'une transformation radicale. Mais à l'époque, le public ne comprend pas. Comment une déesse peut-elle tout abandonner ? Pourquoi renoncer à un trône que tant convoite ? La réponse, Bardot ne la donne pas. Elle agit. En 1973, à seulement 39 ans, elle met fin à sa carrière. Un coup de tonnerre. Elle quitte les plateaux, les flashs, les robes haute couture. Elle choisit le silence. Le monde du cinéma est orphelin. Mais Bardot, elle, semble enfin respirer. Pourtant, la légende ne s'éteint pas. Sa retraite alimente encore plus le mystère. On l'a dit recluse, désenchantée, instable. Les journalistes guettent le moindre de ses gestes. Les photographes se cachent dans les buissons. Chaque cliché volé devient une une. Elle devient une sorte de sphinx français, admiré, redouté, incompris. Au fil des décennies, son image se fige. Pour certains, elle reste à jamais la silhouette éthérée de Le Mépris. Pour d'autres, elle devient cette militante vociférante, au regard durci. Entre les deux, il n'y a pas de pont, seulement un vide, un gouffre creusé par des années d'amour, d'attente et de trahison silencieuse. Mais ce que personne n'ose encore dire, c'est que Bardot n'avait jamais voulu être un mythe, elle voulait simplement vivre. Et dans une époque qui idolâtre mais ne pardonne pas, vivre est souvent le plus grand des scandales. À partir des années 1980, Brigitte Bardot ne fait plus partie du paysage cinématographique, mais elle n'a pas disparu pour autant. Elle renaît dans une autre forme, plus radicale, plus engagée, plus dérangeante. La militante des droits des animaux devient une figure médiatique et judiciaire.
car derrière les lettres ouvertes, les livres, les déclarations, une autre Bardot se révèle, celle qui n'a plus peur de choquer. Tout commence en 1996, lorsqu'elle publie Le Carré de Pluton, un essai virulent dans lequel elle critique avec férocité les pratiques religieuses impliquant des sacrifices d'animaux. Mais le passage qui déclenche l'indignation concerne ses propos sur l'islamisation de la France. Il parle de « notre patrie envahie », de mosquées à chaque coin de rue et de rites barbares tolérés au nom de la multiculturalité. Le parquet ouvre une enquête. L'année suivante, elle est condamnée pour incitation à la haine raciale. Ce sera la première de 5 condamnations successives. En 1998, 2000, 2003, 2004 et 2008, Bardot revient inlassablement sur les mêmes sujets, dénonçant l'abattage rituel halal, le port du voile, la présence grandissante des populations musulmanes et l'inaction des élites politiques. Elle se dit incomprise, persécutée pour ses opinions. Le tribunal, lui, y voit une récidive aggravée. En 2008, elle écope une amende de 15 000 €, la plus lourde jusqu'à présent. Chaque condamnation est suivie d'une tempête médiatique. Les défenseurs des droits de l'homme s'indignent, les associations antiracistes demandent sa censure. Mais un autre public la soutient, des Français se sentant oubliés par la République, des militants identitaires, des figures d'extrême droite. Brigitte Bardot devient, malgré elle, ou peut-être volontairement, un étendard de la France blanche, rurale, déclassée. Elle est citée dans les meetings de Jean-Marie Le Pen, invitée officieusement par des groupes animalistes aux alliances troubles. Ses relations avec les personnalités médiatiques changent également. Alors qu'elle fut jadis proche de Gainsbourg, Delon et même de Jane Birkin, elle coupe les ponts avec tous ceux qui s'opposent publiquement à ses prises de position. Elle ne pardonne pas, elle ne nuance pas, elle attaque. Et elle signe. Chaque lettre, chaque poste, chaque déclaration est un coup de poing adressé à ce qu'elle appelle la bien-pensance qui détruit la France. Mais c'est en 2023 que tout bascule une dernière fois. Brigitte Bardot, âgée de 89 ans, publie une lettre ouverte dans Valeurs actuelles. Intitulée « Lettre aux ceux qui détruisent mon pays », elle y accuse les gouvernants de trahir la nation, les jeunes de ne plus rien respecter et les médias de la faire passer pour une folle. Elle écrit noir sur blanc « La France est morte dans l'âme, je l'enterre dans les silences ». Une phrase qui résonne comme une abdication ou un testament. Cette lettre déclenche une vague de réactions sans précédent. Sur les plateaux de télévision, les chroniqueurs s'écharpent. Certains, comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, saluent le courage d'une femme libre. D'autres, comme Raphaël Glucksmann ou Rokhaya Diallo, dénoncent une haine recuite et dangereuse. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag « Lettre de Bardot » devient viral. Des pétitions demandent qu'on lui retire sa Légion d'honneur. D'autres exigent une reconnaissance officielle pour l'ensemble de son œuvre. La question devient politique. Le président de la République, alors en déplacement, est interrogé sur le cas Bardot. Il élude. Le ministre de la Culture rappelle que les artistes ne sont pas au-dessus des lois, mais qu'ils font partie de notre mémoire. Le débat divise jusqu'au sein même du gouvernement. Et au cœur de cette tempête, un simple papier, signé de sa main, publié dans un journal à tirage limité. Bardot, retirée dans sa maison de Saint-Tropez, ne répond à aucun journaliste. Elle ne donne pas d'interview. Elle laisse parler les autres. Et c'est peut-être là sa plus grande provocation, forcer la France à se définir par rapport à elle. Car cette lettre, bien plus qu'une opinion, agit comme un miroir tendu à la société. Qui sommes-nous devenus pour que les mots d'une vieille femme provoquent encore autant de colère ? Pourquoi Bardot dérange-t-elle autant ? Est-ce parce qu'elle dit tout haut ce que certains pensent tout bas, ou parce qu'elle incarne une France que beaucoup veulent oublier ? Dans les cercles littéraires, on compare sa lettre à un chant de cygne. Dans les couloirs de l'Assemblée, on la traite de pamphlet nauséabond. Dans les cafés de province, certains l'encadrent. Dans les écoles, on l'ignore. Mais dans l'ombre, tout le monde l'a lu. Et si Brigitte Bardot, dans ce dernier acte, n'avait pas voulu être aimée, si elle avait seulement voulu laisser une trace, une brûlure, un éclat, une blessure ?